Alors bonjour à tous. D'abord, Julie Gobert et moi-même tenions à remercier les organisateurs de ce colloque de nous permettre d'échanger avec vous autour de l'enseignement de la génétique dans le secondaire, donc dans le cadre de ces réflexions autour de la génomique aujourd'hui. Alors nous avons choisi de vous présenter en fait une sélection de résultats de recherche en sciences de l'éducation et en didactique des sciences. Nous alternerons en fait entre la présentation de recherches précises pour vous donner une idée des résultats qu'on a pu obtenir par de telles études, et puis ensuite nous présenterons une synthèse d'une sélection de résultats portant sur le même sujet, mais pour en fait ouvrir davantage de pistes, à la fois en termes de réflexion pour vous montrer la diversité des résultats, mais aussi pour ouvrir davantage de pistes de réflexion par rapport à des propositions en termes d'enseignement. Alors vous allez le voir, le diaporama est dense, on l'a laissé ainsi parce qu'on le laissera évidemment aux organisateurs afin qu'ils vous servent de mémoire. On a essayé d'y mettre des références qui nous paraissaient pertinentes. Alors d'abord quelques éléments de contexte. Donc on l'a vu tout au long de cette journée, la génomique est un champ de recherche aux avancées rapides et nombreuses, à la fois pour la compréhension des phénomènes génétiques, mais aussi dans les domaines technologiques. Ces savoirs et ces technologies entraînent ou sont associés à de nombreux impacts ou conséquences au sein de la société. Ils interrogent nos représentations sur le vivant. Ils modifient un certain nombre des pratiques auxquelles tout individu peut être confronté. On nous a parlé de médecine de précision, il y a toute la médecine prédictive. Et puis, de façon plus générale, ces savoirs et ces technologies ouvrent de nouvelles opportunités, qu'elles soient scientifiques, mais aussi médicales ou encore industrielles. Voilà. Et à propos de toutes ces opportunités, on peut se poser plusieurs questions. Sont-elles possibles? C'est-à-dire que souvent, il y a une surinterprétation des possibles, notamment dans les médias. Et puis, au-delà du possible, sont-elles simplement souhaitables? Il est du coup effectivement extrêmement important que tout individu, du coup, ait la possibilité de comprendre ces savoirs et ces technologies pour être capable de réaliser des choix dans la mesure où il va être confronté aux conséquences de ces savoirs et de ces technologies dans la vie de tous les jours, à la fois comme individu, mais aussi comme citoyen. Du coup, d'un point de vue international, il y a un consensus comme quoi il est vraiment indispensable que tout individu soit alphabétisé d'un point de vue scientifique et notamment en génétique. Alors, que signifie être alphabétisé en génétique? Alors, d'abord, alphabétisation scientifique en général. Il s'agit en fait de permettre, de faire en sorte que chaque individu en fait acquiert une culture scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par culture scientifique? Bien évidemment, vous allez avoir l'acquisition de connaissances scientifiques, mais pas uniquement. Être alphabétisé scientifiquement, c'est aussi avoir des connaissances sur... j'ai du mal avec le... Voilà. C'est aussi avoir des connaissances sur les modalités d'élaboration de ces savoirs scientifiques. On a entendu beaucoup aujourd'hui de propos indiquant que, voilà, on n'était pas complètement sûr, que les recherches précédentes présentaient des biais, etc. C'est important, d'un point de vue citoyen, d'avoir en tête comment se construisent ces savoirs scientifiques, quels sont leurs champs de validité. Il ne s'agit pas de sombrer dans le relativisme, mais d'avoir une vision relativement équilibrée des modalités de construction de ces savoirs scientifiques. Et puis, la dernière dimension, qui est la dimension citoyenne, c'est-à-dire de faire acquérir à chaque citoyen la capacité d'entrer dans des discussions raisonnées et critiques. Donc vous voyez un programme relativement ambitieux. Alors, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans le cadre de cet exposé avec Julie, comme on ne pouvait pas parler de tout, nous avons choisi de nous centrer essentiellement sur l'enseignement-apprentissage des connaissances scientifiques. Nous n'aborderons pas les dimensions historiques et épistémologiques, alors qu'il y a effectivement pas mal de recherches sur cette thématique-là.
Et nous aborderons à la fin un tout petit peu, en fait, la question de l'enseignement-apprentissage, des questions socio-scientifiques en relation avec la génétique. Donc, d'abord, concernant cette dimension scientifique, donc une première question, finalement, alphabétiser scientifiquement en génétique, ça revient à faire acquérir quel type de contenu aux élèves ou aux étudiants. Donc il y a un certain nombre de chercheurs, donc là on vous en a cité un, qui ont essayé de réfléchir du coup au contenu qu'il fallait maîtriser pour pouvoir se considérer comme alphabétisés dans ce domaine. Donc pour eux, ils ont considéré que cette alphabétisation reposait sur la compréhension de 3 modèles. Donc vous voyez le modèle génétique qui correspond en gros à la compréhension des phénomènes d'hérédité et de la capacité à prédire finalement donner les probabilités avec lesquelles les différentes associations de caractères étaient susceptibles de se produire. Le modèle méiotique qui concerne en fait les processus cellulaires qui sont sous-jacents à ces phénomènes de tri, de transfert des gènes d'une génération à l'autre, et puis le modèle moléculaire qui correspond en fait à la compréhension de la relation entre génotype et phénotype. Alors ces chercheurs insistaient sur le fait que être alphabétisé, c'était non seulement comprendre chacun de ces 3 modèles, mais c'était aussi être capable de les mettre en relation, c'est-à-dire être capable de faire le lien entre ces différents contenus de connaissances. Alors, du point de vue de la réalité, puisque là c'est une proposition de contenu, les recherches en sciences de l'éducation montrent que la génétique est enseignée dans une très grande majorité de pays, dans le cadre de l'enseignement secondaire. Dans la plupart des programmes, on retrouve des éléments de ces différents modèles. Et autre résultat de recherche qui est absolument consensuel celui-là, c'est que la génétique est un domaine particulièrement difficile à enseigner et à faire apprendre du coup aux élèves. Alors, justement, quelles difficultés, et notamment parce que les élèves rencontrent de nombreuses difficultés. Alors, c'est ce par quoi nous allons commencer. Alors, ça, ce sont des résultats de recherche assez anciennes qui sont maintenant bien établis. Donc on va commencer par l'exploration de ces productions d'élèves et puis ensuite je vous donnerai une vision un petit peu plus synthétique de l'ensemble de ces difficultés en vous donnant notamment la référence de sites où on peut trouver des listes de difficultés d'élèves qui ont été identifiées. Donc ici, vous avez des productions qui sont issues qui ont été recueillies dans le cadre d'une recherche exploratoire qui avait donc été menée dans les années 2003-2004. Donc c'était dans le cadre d'anciens programmes, ce ne sont pas les programmes actuels, auprès de 300 élèves allant de la 3e à la terminale S. Donc là, Julie et moi, vous avons sélectionné 3 productions d'élèves. Donc une production d'un élève de 3e, donc qui correspond à un élève qui en fin de scolarité obligatoire, et puis 2 productions d'élèves de terminale S, donc en fin de secondaire, sachant que la production qui est ici à droite correspond alors à des confusions terminologiques près, à une schématisation qui pouvait être à peu près celle qu'on pouvait attendre dans le cadre du programme en question. Par ailleurs, ces productions donc répondaient à la consigne. On leur avait demandé de schématiser les relations entre ADN, gènes, ARN messager, acides aminés, protéines, enzymes, caractères, nucléotides et environnement. Alors, ce que l'on peut identifier comme type, alors on a retenu aussi notamment les 2 dessins de gauche avec Julie, car ils illustrent bien un certain nombre de difficultés récurrentes que l'on retrouve chez les élèves. Alors, première difficulté extrêmement fréquente, c'est c'est que les élèves associent gènes et caractères sans penser en fait à une médiation, notamment par les protéines, et qu'il y a du coup une espèce d'association, alors soit d'identité, soit une association de type action, le gène serait responsable de l'établissement du caractère, mais directement, de façon active, serait une sorte de chef d'orchestre direct. Mais les élèves ont du mal souvent à repérer le rôle des protéines dans l'établissement du phénotype en lien avec le génotype.
Autre difficulté relativement fréquente, l'influence de l'environnement. Donc pour l'élève de terminale de la production de gauche, on voit qu'il identifie une influence de l'environnement, mais qui reste limitée au caractère, alors qu'on voit qu'en fait, cet élève-là, lui, va être capable d'identifier l'influence du contexte sur davantage de niveaux et qu'il a une vision plus riche de l'influence de l'environnement. Et puis, dernier type de difficulté, vous voyez que sur le dessin de gauche, l'élève en fait va associer les termes ADN et gène à des entités différentes. ADN est associé ici à nucléotides et ARN messager et à gène, et gène lui est associé de façon plus spécifique à la notion de caractère et de protéines. Alors que finalement, ce qu'on aurait pu attendre, c'est un essai en tout cas de mise en lien de l'ensemble de ces entités. Alors cette façon en fait de fragmenter les entités, de les associer de façon un peu spécifique les unes avec les autres en ayant du mal à proposer des interactions complexes et cohérentes, c'est quelque chose que l'on retrouve de façon assez générale en génétique. Alors justement, si l'on en vient aux difficultés à des listes de difficultés qu'on a pu identifier en recherche chez les élèves. Donc en fait, il y a des difficultés sur tous les aspects de l'enseignement de la génétique. Donc évidemment, sur la compréhension des relations entre génotype et phénotype, notamment avec cette association forte entre gène et caractère, qui peut s'interpréter comme ancré dans une vision déterministe, c'est-à-dire le gène détermine le caractère. Une difficulté aussi pour penser ces relations entre génotype et phénotype, c'est la difficulté que les élèves ont à raisonner à différents niveaux d'organisation. Passer du niveau moléculaire au niveau cellulaire, puis au niveau tissulaire, puis au niveau de l'organisme, c'est pas évident et c'est une vraie difficulté que l'on retrouve de façon récurrente d'un point de vue international. Autre difficulté, c'est autour de la nature chimique et des relations structurales entre l'ADN, le gène, le chromosome, les nucléotides. Et alors, quand on ajoute le génome, ça n'arrange rien à l'affaire. Là, j'ai des résultats que je ne vous ai pas présentés où on voit que le génome est un terme qu'ils ne savent, mais alors pas du tout raccroché aux autres. Ils savent que ça a à voir avec les gènes ou avec l'ADN, mais ils ne sont pas capables de faire un lien clair. Évidemment, il y a des difficultés autour de concepts de gènes. Jackie de Montigny nous a rappelé ce matin toute l'historique, la succession de modèles autour du gène en association avec des problématiques particulières. Les élèves se trouvent souvent confrontés à des modèles différents sans qu'on leur explicite forcément le contexte dans lequel ces modèles ont été construits. Et ça entraîne souvent pour eux quelque chose de très, très confus. Donc, autre difficulté là dont je vous parlais tout à l'heure, c'est donc la difficulté à coordonner non seulement ces différentes entités, mais aussi les différents modèles, le modèle génétique, le modèle méiotique et puis le modèle moléculaire, comme on l'a vu sur les représentations tout à l'heure. On a aussi beaucoup de difficultés recensées autour de la compréhension des modèles de l'hérédité, de la transmission des gènes. Donc là, je vous ai mis des exemples de difficultés que l'on peut trouver. On vous a mis avec Julie dans la bibliographie en fait le lien vers l'association pour l'avancement des sciences américaines où en fait sur leur site vous allez avoir par domaine pour toute la biologie vous allez avoir des listes de difficultés d'élèves et moyennant inscription ils proposent aussi des tests pour essayer d'identifier dans quelle mesure les élèves ont ou pas telle ou telle difficulté. Et puis, dernier pôle de recherche autour des difficultés, c'est autour des techniques et potentialités des biotechnologies. Donc, sans trop de surprise, la compréhension autour des technologies est assez faible. Et ce qui est intéressant, ils ont assez peu de conscience des limites de ces technologies et ils exagèrent fréquemment, effectivement, leur performance. Alors, ces grands types de difficultés, il y a un certain nombre de recherches qui essayent d'en comprendre. Donc là, je vous ai mis juste un exemple de recensement de ces difficultés avec les références à côté. Donc il existe différents types d'hypothèses pour expliquer ces difficultés. Donc
Je ne vais pas trop revenir là-dessus parce que je pense que la journée a permis de bien illustrer les difficultés liées à la discipline elle-même, hein, avec la quantité de termes à acquérir, la complexité donc du concept de gène, le fait que pour travailler en génétique, en fait, on va mobiliser des concepts issus d'autres disciplines, hein, quand on fait des stats pour travailler ou des probabilités. Si on ne maîtrise pas ces domaines-là, ça va être compliqué. Et puis le fait qu'on est au niveau cellulaire et moléculaire, et donc cela ne relève pas de l'expérience sensible, sans compter que quand on est sur la structure du chromosome, on l'a vu combien c'était compliqué, même si on ne va pas jusque-là avec les élèves du secondaire. Et puis on retrouve la difficulté à raisonner à différents niveaux d'organisation. Alors autre source, autre piste qui peut permettre d'expliquer ces hypothèses, ce sont certains choix qui ont pu être faits dans les programmes d'enseignement. Dans le cadre du programme de 2003-2004, hein, qui était en vigueur à l'époque, en fait, il y avait une rupture forte entre la troisième seconde qui s'inscrivait davantage dans une vision déterministe. Hein, on parlait à l'époque encore de programmes génétiques dans ces classes-là. Et puis, à partir de la première, il y avait une rupture forte où là, on travaillait de façon, alors pour le coup, très intéressante, la complexité des relations entre génotype et phénotype. Les élèves voilà. Donc la question, c'est effectivement, est-ce que ce choix est pertinent, puisqu'on commence par un modèle plus simple finalement, mais est-ce que ça ne crée pas ensuite des obstacles qui vont avoir du mal à être relevés, hein, sans compter que tous les élèves ne vont pas en première générale et qu'il y a beaucoup d'élèves qui partent en première technologique, professionnelle, et qui ne verront jamais du coup cette complexité. Des difficultés aussi liées au manuel scolaire. Donc, par exemple, l'association pour la promotion de la science américaine indiquait que souvent dans les ouvrages, dans les manuels scolaires, on trouvait des précisions sur les détails moléculaires des phénomènes, mais finalement assez peu de vision d'ensemble, et que du coup, c'était peut-être ça qui était le plus pertinent à cet âge-là que les détails moléculaires. Des difficultés aussi liées aux enseignants, dont le discours n'était pas forcément toujours très clair sur les relations notamment sur le rôle des protéines dans les relations entre le génotype et le phénotype. Par ailleurs, on peut être amené par facilité de langage ou pour vulgariser davantage à avoir des formulations qui peuvent être plus ou moins déterministes. Hein, donc là-dessus, il y a pas mal d'études. Et puis, évidemment, nos élèves, ils vivent dans le monde, hein, avec des médias, des séries policières qui leur amènent aussi des informations sur la génétique et qui contribuent à construire leur représentation et leur système explicatif sur cette génétique. Alors, nous allons maintenant explorer avec Julie plus particulièrement la difficulté associée au déterminisme génétique, et elle va vous présenter un dispositif qui permet de travailler cette difficulté particulière. Donc, si on reprend une définition de Jean Gaillon, il nous dit « Le déterminisme génétique consiste à soutenir que l'état futur d'un organisme est prédictible sur la base de sa composition génétique. Hein. Et cette idée de prédéterminisme génétique, on la retrouve beaucoup dans les conceptions des élèves, et c'est une idée qui fait obstacle à un certain nombre d'apprentissages en génétique. Donc on a fait le choix là de vous présenter un dispositif didactique qui va travailler sur la métaphore du programme génétique avec des élèves de première S, et qui est un dispositif qui tente de faire problématiser des élèves, de leur faire construire donc des raisonnements, des argumentations, et de voir s'ils sont en mesure d'imaginer des modèles alternatifs à ce prédéterminisme génétique. Alors, le modèle instructif du déterminisme génétique strict, hein, on le retrouve, donc je disais, dans les représentations des élèves, c'est cette idée du paradigme de la génétique classique, qu'on a une expression ordonnée des gènes qui serait orchestrée par un programme génétique, et donc l'autogénèse serait simplement la réalisation d'un programme inscrit dans la séquence d'ADN. Bien sûr, on a donc une diversité d'approches contemporaines, hein, qui donc se focalisent sur les aspects de la complexité, de la dynamique des phénomènes, de leur variabilité aussi, et reprend donc des aspects sur l'adaptabilité des êtres vivants. Notamment aussi, on a des modèles autour de l'auto-organisation développés par Henri Atlan, et puis des modèles probabilistes darwiniens développés par Jean-Jacques Kupiec, que d'ailleurs nous avions invité lors d'un colloque de la FPSVT en 2011 hein, sur ces thématiques-là.
Voilà, donc les élèves, dans le cadre d'un débat scientifique qui tente de les faire problématiser, vont-ils développer d'autres types de modèles alternatifs à celui du prédéterminisme génétique? Alors, la situation donc qui invite les élèves à raisonner et puis donc à imaginer d'autres champs de possibles débute donc par une consigne qui est donc en 2 temps. Donc, on a demandé aux élèves d'expliquer comment peut se réaliser la mise en place des organes au cours du développement embryonnaire, sachant que les élèves doivent pour cela prendre en compte 2 informations avec lesquelles donc ils doivent raisonner. Les cellules d'un organisme possèdent toutes la même information génétique. Pourtant, ces cellules sont différenciées. Donc, dans cette consigne, il y avait déjà un certain paradoxe qui pouvait inviter donc les élèves à essayer de poser des problèmes, voilà, et d'imaginer d'autres possibles. Donc, c'est un thème, c'est un débat dont le thème portait sur la différenciation cellulaire au cours du développement embryonnaire. Et voilà, donc on va regarder si effectivement les élèves imaginent d'autres modèles que celui du prédéterminisme génétique. Alors voilà, au tout débat. Alors déjà, j'ai oublié de dire que ce débat scientifique a été mené par l'enseignant au tout début de la séquence. Voilà. Les premiers modèles explicatifs initiaux qui émergent au début de ce débat sont donc à peu près ces 2-là. Donc bien sûr, on retrouve l'idée d'un programme génétique de développement, linéaire, ordonné, avec la conception d'un organisme machine, voilà. Il faut nécessairement créer du stock et puis ensuite positionner les éléments. Donc, par exemple, on peut lire dans la transcription de ce débat, on peut supposer que dans le code génétique, il y a un ordre de création, c'est-à-dire qu'au début, on ferait des cellules 2 fois, ensuite des cellules nerveuses, etc. Pour le problème de placement, on peut supposer que le code génétique sert aussi le plan de création, c'est-à-dire que le code génétique sert à placer les cellules. Voilà. Moi, mon idée, c'était un peu la même que Maxime, le fait que les cellules créent plein d'enzymes et qu'il y ait des enzymes qui portent chacune une information différente. Donc là, les enzymes deviennent vecteurs de l'information génétique. Et puis un second modèle, assez distinct du premier, où là, plutôt, le milieu joue un rôle assez déterminant donc, dans le devenir des cellules. Ils disent le milieu dans lequel baignent les cellules peut être un facteur de déplacement des cellules afin de les faire migrer. Donc là, on a clairement un modèle que j'ai catégorisé comme, enfin nommé comme préformisme épigénétique, c'est-à-dire que finalement c'est le milieu extérieur qui guide les cellules et qui a finalement le rôle du chef d'orchestre. Voilà. Alors j'ai souhaité aussi donc vous montrer un peu comment pouvait se jouer une dynamique argumentative donc au cours du débat en vous prenant juste un extrait de ce débat. C'est pas la totalité du débat, mais je voulais vous montrer comment finalement cette dynamique argumentative permettait aux élèves à la fois d'expliciter des thèses et puis de faire bouger ces thèses en fonction d'objections qu'ils pouvaient apporter lors du débat argumentatif qu'ils menaient. Alors cette première thèse que vous avez ici, c'est une thèse qui portait sur le fait qu'ils imaginaient que les cellules sont guidées donc par des enzymes du milieu extérieur pour leur migration et qu'ensuite elles se différenciaient. Et puis cette première thèse donc, au cours de la dynamique argumentative, elle va se transformer, notamment elle va devenir beaucoup plus déterministe, puisque finalement, une autre proposition va être d'imaginer donc que, en fait, il y a une entité détentrice d'une programmation qui orchestre le développement et qui est présente dans le milieu donc extracellulaire. Alors, qu'est-ce qui a fait bouger cette première thèse? On peut voir ici, notamment, qu'il y a une objection là où on a une élève qui par rapport à cette première thèse, construit finalement la nécessité qu'il faudrait un milieu extrêmement hétérogène pour ça, voire même, elle dit, il faudrait autant d'enzymes différentes que d'informations de localisation nécessaires dans le milieu, et pour ça, c'est impossible, parce que ça nécessite trop d'informations. Et puis, on a d'autres types d'objections aussi, qui portent notamment sur les conditions de la situation qu'on leur a proposée, où les élèves reviennent sur la question de l'homogénéité initiale des cellules, en disant, bah oui, au début, on pensait que celle-ci pouvait se différencier en telle cellule, celle-ci, mais en fait, comme elles ont toutes le même matériel génétique, comment on peut savoir que telle ou telle cellule va se différencier en tel et tel type cellulaire? Voilà, donc une remise en cause un peu déjà de l'aspect prédéterministe et de cette idée de guide. Et puis une objection là,
où finalement, par rapport à cette histoire à cette question de l'origine du processus, notamment là c'était sur l'origine du processus de différenciation, des élèves qui finissent par dire mais finalement c'est un raisonnement sans fin. S'il y a un chef d'orchestre, qui va être le chef d'orchestre du chef d'orchestre, voilà. Et par conséquent, ce qui est intéressant ici, dans cette dynamique argumentative, c'est que face à ce qui s'est joué ici, des alternatives assez nouvelles vont être émises par les élèves. Notamment, ils vont imaginer qu'il y a des spécialisations initiales de cellules qui vont peut-être se réaliser finalement au hasard, avec ensuite des interactions cellulaires qui peuvent du coup devenir nécessaires, avec forcément une objection qui dit bah oui, si on a des processus aléatoires, il faut quand même se dire qu'il va bien falloir respecter quand même le plan d'organisation. Donc ça pose problème. Voilà. Alors ce qui est intéressant dans la suite du débat, c'est que, alors je ne vais pas vous relire, on n'a pas le temps, là ce qui se dit plus vers la fin du débat, mais c'est que finalement cette question de la différenciation aléatoire des cellules, elle va continuer à être travaillée par les élèves, que la rencontre, notamment ils imaginent la rencontre au hasard de cellules avec des enzymes ou des entités présentes dans le milieu extracellulaire, mais du coup en fait ça génère chez eux une idée qu'il y a peut-être une variation dans la différenciation cellulaire, et par conséquent notamment vers la fin, il y a l'émergence, vraiment c'est une amorce d'idée, mais l'émergence d'une idée de sélection et de la nécessité d'une coordination cellulaire. Voilà. Donc c'est intéressant de montrer que finalement, à travers une situation de départ, où on tente donc de faire débattre des élèves, on les tente bien sûr de faire problématiser avec l'aide de l'enseignant, bien entendu. On a donc des processus aléatoires là, qui sont imaginés par des élèves grâce à la dynamique du débat argumentatif. Et donc qui permettent de montrer que là, on a été un peu au-delà d'un modèle prédéterministe génétique qui est souvent celui appréhendé initialement par les élèves. Bien, en conclusion, je dirais que donc ces débats scientifiques en classe et ce travail de problématisation nous semblent particulièrement intéressants pour travailler notamment sur la rectification de l'idée de programme génétique et de travailler l'obstacle du prédéterminisme génétique. Et puis on peut se demander effectivement, finalement, est-ce qu'il faut toujours parler de programme génétique avec nos élèves, voilà, ou est-ce qu'il faut en parler peut-être au début pour ensuite mieux venir rectifier cette idée de programme génétique, voilà. Bon, c'est des questions qui se posent. Bien sûr, dans ce type de dispositif et de travail intellectuel, hautement intellectuel, demandé aux élèves, le rôle de l'enseignant est important et le rôle du tiers aussi. La prise en charge de quel type de questions on pose, voilà, la thématisation des thèses qui ont été proposées, de comment elles s'opposent les unes les autres et des types d'argumentation qui ont été retenus par le groupe de la classe est également important. Et puis, donc, on peut aussi dire que ce débat-là, tel que je vous l'ai présenté, c'est un débat qui se situe en début de séquence, mais c'est des dispositifs et le travail de problématisation est quelque chose qui peut se jouer, bien entendu, à différents moments de la séance et qui, à ce moment-là, peuvent prendre des fonctions différentes au regard du processus d'apprentissage. Voilà. Alors, du coup, pour poursuivre sur les exemples de dispositifs qui peuvent permettre de favoriser l'apprentissage en génétique, là, on a fait une sélection de recherches qui portaient sur ces aspects-là et qui exploraient l'impact de différents aspects de pratiques d'enseignement. Donc là, le premier regroupement en fait de recherche explore en fait l'impact de types de tâches et de démarches. Alors le point commun à toutes ces tâches et démarches, en fait, c'est qu'elles visent à mettre l'élève en activité intellectuelle, à faire émerger les modèles initiaux qu'ils ont en tête, à les faire se confronter entre eux et à les faire évidemment se confronter à des données empiriques et théoriques. Donc là, vous avez effectivement les exemples de débats scientifiques, mais vous avez les démarches type résolution de problèmes ouverts ou encore le travail d'investigation scientifique authentique. Après, vous avez des recherches qui sont davantage centrées sur l'exploration de l'impact de l'exploitation de certaines ressources. Donc, c'est par exemple des recherches en histoire des sciences, voilà. Donc, qui utilisent en fait l'histoire des sciences pour montrer qu'effectivement, ça peut être intéressant avec des élèves de reconstituer des controverses historiques pour confronter les différents modèles qui ont pu avoir lieu à certains moments
et voir quels sont les arguments qui ont permis de clôturer en fait la controverse, en espérant peut-être ou en permettant parfois que les élèves projettent leur modèle explicatif sur l'un ou l'autre des modèles historiques. Alors après, vous avez des exemples de ressources utilisées, là, de modèles qui ont été utilisés dans le cadre de séquences d'enseignement-apprentissage et qui ont favorisé l'apprentissage des élèves. Donc là, il y avait en fait des maquettes de molécules d'ADN qui étaient manipulées par les élèves, à la fois pour mieux en comprendre la structure 3D, mais aussi pour travailler sur la transcription et la traduction. Et la recherche du dessus, je l'ai pas tellement mise pour le modèle, qui est là l'usage de fil de laine, mais plus pour le fait qu'en fait, elle a été menée auprès d'élèves de 6-7 ans. Et que, en fait, ça c'est une des questions à se poser dans le cadre de la construction des programmes d'enseignement, puisque la génétique souvent est programmée pour le coup plutôt vers la fin du collège et pour le lycée. Mais en fait, là, ces chercheurs montraient, il y a d'autres études qui le montrent aussi, alors sur des élèves un petit peu plus âgés, mais qu'il est possible en fait d'enseigner de la génétique, y compris des aspects moléculaires, à des élèves relativement jeunes. Sachant que ces élèves ont entendu parler d'ADN, donc pour eux, c'est un mot qui a une signification au moins en termes médico-légaux. Et puis, vous avez aussi des recherches qui explorent l'utilisation de ressources informatiques, où on propose à des élèves des environnements informatiques où ils vont être amenés à faire des prédictions, notamment en termes d'héritabilité de tel ou tel caractère. Et puis ensuite, donc, ils sont confrontés à des résultats et ils doivent du coup expliquer un ensemble de résultats. Donc en France, c'est Patricia Marzin qui travaillait sur ces logiciels. Et puis, un dernier ensemble d'exemples de recherche menées sur des dispositifs qui favorisent l'apprentissage en génétique. Donc, toujours dans le cadre des environnements virtuels. Dans cette recherche, en fait, les chercheurs avaient constitué, en fait, une classe de collaboration virtuelle où les élèves étaient obligés, en fait, de mener des discussions. Donc, on revient sur l'idée de confrontation des modèles explicatifs à deux moments du dispositif, lors de l'émission, en fait, de leurs hypothèses, et puis lors de l'interprétation des données. Donc, on revient un petit peu sur l'idée du débat de Julie, mené soit effectivement en début de séquence, soit au moment de l'interprétation des résultats. Et puis, alors là, c'est des recherches sur des dispositifs mis en œuvre dans l'enseignement supérieur. Donc là, pour travailler sur l'approche de biologie, pour mieux faire comprendre les aspects de biologie systémique et de la nécessité d'intégrer tout un ensemble d'éléments, avaient été mis en place des pédagogies Jigsaw. Donc là, c'est l'exemple qui est donné par ce chercheur-là. C'était effectivement la reconstitution d'un réseau de signalisation par le regroupement en fait d'élèves qui avaient préalablement étudié en fait des regroupements de données particulières. Et en fait, sans le regroupement, on ne peut pas reconstruire le réseau complet. Donc, je vous ai mis ensuite un certain nombre de résumés qui correspondent aux publications sur lesquelles je m'appuyais. Alors, pour terminer, nous voulions aborder quand même avec Julie la dimension citoyenne, c'est-à-dire finalement, dans quelle mesure est-il possible d'engager des élèves dans des discussions raisonnées et critiques. Donc, l'exemple que nous avons retenu, c'est celui en fait d'une situation autour des thérapies géniques qui a été proposée en fait à des élèves de 19 à 21 ans. La logique du dispositif utilisé était la suivante. On présentait aux élèves une situation fictive, donc avec le cas d'un petit garçon, Ali, atteint d'une maladie génétique, et pour lequel, en fait, les médecins proposent une thérapie génique, et en fait, les étudiants devaient conseiller les parents d'Ali. Donc là, c'est une situation fictive qui, en fait, ensuite est reprise de façon récurrente tout au long de la séquence. Vous voyez qu'il dure quand même un certain nombre de séances. Et puis, en fait, après tout ce que j'ai mis en bleu, les étudiants, en fait, se trouvaient confrontés non plus, en fait, à des données fictives, mais cette fois-ci, en fait, à des données authentiques. C'est-à-dire que là, au cours de chaque séance, ils étaient confrontés à un corpus documentaire qui relatait les résultats d'essais cliniques réels sur les thérapies géniques. Alors, sachant que le découpage en séance proposait en fait
de rendre compte de l'historicité des résultats quelque part, avec une alternance souvent de résultats d'essais cliniques plutôt positifs et puis d'autres qui s'avéraient malheureusement plutôt négatives. Donc l'idée, c'était de les confronter à cette alternance de résultats qui s'inscrivait dans le temps. Alors les questions que se posaient les chercheurs, c'était de voir dans quelle mesure effectivement ces étudiants s'engageaient dans une discussion raisonnée pour justifier leur prise de position dans le conseil qu'ils allaient donner aux parents d'Ali. Et notamment, ils souhaitaient regarder dans quelle mesure ils étaient capables d'évaluer de façon critique, mais constructive. L'idée, c'est pas juste de dire ça va pas. Les preuves empiriques qui étaient proposées par les corpus documentaires. Et puis, dans quelle mesure ils étaient capables de développer une argumentation riche et structurée. Alors, en termes de résultats, donc par rapport à la prise de décision, au début, donc lorsque la situation fictive est posée, ils sont favorables majoritairement. Puis ensuite, au fur et à mesure des résultats proposés dans les situations authentiques, ils vont alterner entre des positions finalement de soutien ou au contraire de refus à cette thérapie génique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, leur argumentation pour justifier le soutien à la thérapie génique était associée à l'idée que, puisqu'il y avait des données empiriques qui montraient que ça marchait, c'est que ça marchait. Et donc, il n'y avait aucun questionnement, aucune évaluation du champ de validité de ces données empiriques et de leur interprétation. Et en fait, ils ont commencé à rentrer dans une évaluation et dans une réflexion sur ces données empiriques avec en fait les résultats négatifs des essais cliniques. Ça les a amenés finalement à se dire, mais finalement, est-ce qu'on a tout bien compris en génétique? Et donc, ils sont retournés en fait enrichir leurs connaissances en génétique. Et ils avaient une représentation qui était essentiellement celle du dogme de biologie moléculaire. Et donc, ils sont allés chercher plus loin de l'information pour mieux comprendre la complexité finalement des relations entre génotype et phénotype. Donc, du point de vue de l'argumentation, finalement, les situations proposant des thérapies en échec ont été très impliquantes et ont vraiment contribué à faire bouger les élèves. Mais vous voyez, surtout sur leur représentation de la façon dont on construit un savoir scientifique, sur le champ de validité des preuves empiriques, etc. Enfin, des données empiriques, plus exactement. Voilà. En termes de résultats, puisque le temps passe, donc du point de vue de l'argumentation, elle est devenue plus intense et plus riche. Ils ont travaillé les contenus de connaissances. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça leur a permis de mieux appréhender la complexité de ces thérapies géniques qui sont vraiment sur le front de la recherche, à la fois en génétique et puis en médecine. Et de se rendre compte que finalement, au-delà des données scientifiques à prendre en compte pour poser cet avis, eh bien, il fallait aussi se poser la question sous d'autres angles, notamment des angles éthiques, sociaux, etc. Donc, ça a permis d'enrichir, du coup, les dimensions selon lesquelles ils exploraient le problème. Alors rapidement, parce que là j'ai pas le temps, mais je voulais juste revenir sur la première recherche là que j'ai citée ici, qui est une recherche anglaise donc menée en 2006 sur 300 élèves de 14 à 16 ans et qui visait à identifier en fait des facteurs d'engagement de ces élèves de 14 à 16 ans dans des discussions raisonnées sur des questions socio-scientifiques en génétique. Donc, ce qu'ils ont pu montrer, c'est que la première chose, c'est que pour s'engager dans ce type de discussion, il fallait que les élèves soient capables de reconnaître les questions clés, finalement, de quoi il est question. Donc, pour ce faire, évidemment, il faut des connaissances scientifiques. Par contre, ce qu'ils ont montré, c'est qu'un apport ciblé de connaissances scientifiques, pas forcément en quantité très importante, suffisait en fait à permettre aux élèves de rentrer dans ces discussions socio-scientifiques. Donc, ça, c'est un premier résultat important. Donc, il faut des connaissances scientifiques, mais ça peut être fait par des apports relativement ciblés. Autre point important, la contextualisation de la situation. C'est-à-dire, si on propose aux élèves une situation trop globale, trop vaste, ils ont beaucoup de mal, en fait, à rentrer dans une discussion parce qu'ils n'ont pas les détails.
Et donc, c'est en donnant du détail, c'est en donnant des éléments de contrainte qu'on va faciliter l'engagement de ces élèves. Autre point, argumenter, c'est pas du tout facile, hein, ça s'apprend. Alors, les élèves peuvent l'avoir appris dans d'autres domaines disciplinaires que le nôtre, même si en SVT, on travaille beaucoup l'argumentation, mais ils ne sont pas toujours capables de réinvestir ces compétences dans le cadre de notre discipline. Donc là, il y a un vrai travail à faire et ça peut être des objectifs en soi de formation. Et puis la difficulté à argumenter, elle peut être aussi liée à la vision que les élèves peuvent avoir des sciences. C'est-à-dire si pour eux, un résultat scientifique ne se discute pas, la science dit le vrai, point barre, il est évident que ça va être difficile de les faire argumenter et critiquer et remettre en question un certain nombre de résultats. Hein, donc voilà. Sinon, on vous a mis là des résultats autour de l'argumentation avec le repérage des stratégies fallacieuses. Le fait qu'à travers ces débats, même socio-scientifiques, on travaille les connaissances scientifiques. Donc ça peut être aussi des stratégies pour travailler les connaissances scientifiques, en tout cas les remobiliser. Et puis là, vous avez des recherches qui visaient en fait soit à proposer en fait des types de raisonnement à mobiliser pour analyser ces questions socio-scientifiques, soit en fait identifier des raisonnements tels qu'ils étaient mis en œuvre réellement par les élèves, donc avec différents registres, un rationnel, émotif et puis intuitif, sachant que le registre intuitif le plus viscéral, celui qui vient en premier, est souvent celui qui, même après passage par un registre rationnel, finit quand même par emporter la décision. Donc là, il reste du travail. Donc juste pour conclure, on vous a fait vraiment une sélection là de résultats qui nous semble permettre d'ouvrir des pistes de réflexion. Bien évidemment, on n'a pas abordé tous les points et notamment, vous voulez souligner quelques points non abordés. Alors la question des programmes d'enseignement, comment les construire, voilà, quel contenu, quelle progressivité, à quel âge on commence, etc. Les manuels scolaires. Les enseignants, comment on les forme mieux, est-ce qu'il y a des choses à faire ou pas, la formation à l'éthique, parce que là j'en ai pas parlé, mais évidemment dans les dimensions à prendre en considération dans les questions socio-scientifiques, il y a tout l'aspect éthique, et puis tout le travail autour de l'argumentation qui n'est pas spontané chez les élèves et qui s'apprend. Merci pour votre attention.